Bonjour à tous, bienvenue au corrigé de cette épreuve de la note de synthèse tremplin 1 pour l'année 2016. Comme vous le savez, l'épreuve est duale, une épreuve de note de synthèse de texte, une épreuve de réflexion argumentée, mais je vous conseille toujours de commencer par lire l'intitulé de la réflexion argumentée parce qu'elle vous donnera la thématique du reste du dossier. Le jeu a-t-il encore une place pas encore, pardon. Le jeu a-t-il une place à l'école? Le jeu a-t-il une place à l'école? Donc vous devez vous douter que les textes vont parler de l'école et de l'éducation. Alors effectivement, vous avez 3 textes. Premier texte de Jean-Jacques Rousseau, classiquissime, tiré de l'Émile. Un propos d'Alain sur l'éducation. Et enfin, Daniel Calin, site psychologie, éducation et enseignement spécialisé. Bien, commençons par le texte de Rousseau. Rousseau nous dit, si vous voulez, pour faire simple, qu'un enfant n'est pas un adulte en miniature, qu'un enfant a son existence propre, qu'il faut laisser les enfants être des enfants. Les enfants sont insouciants, il faut les laisser tels quels. Si vous vous obstinez à vouloir faire des enfants, des adultes miniatures, vous aurez, selon l'expression de Rousseau, de jeunes docteurs et de vieux enfants. La pédagogie que propose Rousseau est totalement révolutionnaire par rapport à son époque. Pour Rousseau, le jeu, la spontanéité ont une place tout à fait fondamentale dans l'éducation d'un enfant, surtout en fonction des âges. Pour lui, il est en quelque sorte absolument inconcevable de faire lire Homère ou Thucydide dans le texte à un enfant de 6 ans. Ce n'est pas sa place, ce n'est pas son rôle. Il faut laisser l'enfant jouer, il faut laisser l'enfant s'épanouir. Il faut laisser le présent être le présent. Plus l'enfant sera épanoui, plus l'enfant sera détendu, plus il sera apte, le moment venu, à acquérir une véritable éducation classique. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. L'enfant pourrait être détruit par tant de sévérité, nous dit-il. Forcer, contraindre un enfant avec une férule, avec une discipline de fer à rester assis et étudier des textes et des problèmes que bien des adultes seraient en mal de comprendre, relève de l'hérésie. Je cite Rousseau, « La nature veut que les enfants soient des hommes avant que d'être des hommes. » Un enfant n'a ni le sens du jugement, ni la raison d'un adulte. On serait en tort d'attendre d'un enfant qu'il ait le même jugement et le même sens critique qu'un adulte. C'est normal, ce ne sont pas les mêmes personnes. Il faut certes corriger les mauvaises inclinations que l'on peut avoir dès l'âge de l'enfance, mais pas besoin de le faire par la violence et par la sévérité extrême. D'ailleurs, pour Rousseau, pour qu'une punition soit efficace, il faut qu'il soit compréhensible. C'est ce qu'il y a de plus important. Je le répète, la nature veut que les enfants soient des enfants avant que d'être des hommes. L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. L'enfant n'a pas besoin du frein de la raison. Laissez le temps agir à sa place. Ne contraignez pas ces opérations. Vous ne voulez pas perdre du temps, mais au contraire, c'est en cherchant à ne pas perdre du temps que vous allez au contraire en perdre. Rousseau utilise cet exemple assez ironique et assez drôle. Que diriez-vous d'un homme qui, pour mettre toute la vie à profit, ne voudrait jamais dormir? Vous diriez que cet homme est insensé, puisque le sommeil est absolument essentiel à la vie. Il ne jouit pas du temps, il se l'ôte. Pour fuir le sommeil, il court à la mort. Songez donc que c'est ici la même
et que l'enfance est le sommeil de la raison. Si l'on veut que la raison soit efficace pour plus tard, il faut laisser le sommeil suivre son cours, pour que le sommeil soit vraiment solide. Laissez faire le temps et la nature. User du temps est bien, le perdre est encore pire. Mais le perdre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que perdre son temps, c'est utiliser le temps que l'on a à faire des choses qui sont absolument incompréhensibles et néfastes pour cette entité très spécifique qu'est l'enfant. C'est très bien d'avoir des jeux et des occupations, et c'est fondamental. L'enfant est un être vif, un être charmant. Il faut qu'il soit content, serein, la physionomie ouverte et riante. Ce n'est pas grave s'il s'occupe à des frivolités, ce n'est pas grave s'il s'occupe à des amusements. Il ne faut jamais, nous dit Rousseau, acheter sa perfection aux dépens de son bonheur. Il faut au contraire bien connaître son bonheur pour pouvoir atteindre à un moment la perfection. Petit détail, évidemment, anachronique par rapport à ce texte. À l'époque, la mortalité infantile était extrêmement développée. Et Rousseau de dire, non, si un enfant doit mourir jeune et n'a pas eu le temps de devenir adulte, tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. Au moins, il aura eu les joies de l'enfance. Il n'aurait pas eu les malheurs que lui donne l'âge adulte. Les joies et les plaisirs de son enfance seront les seules choses qu'il aura connues et maîtrisées. Et ça, c'est tant mieux. Le texte 2, le texte d'Alain, est plus ambivalent, plus ambigu. L'idée d'Alain, c'est de nous dire que la curiosité ne suffit pas. On a besoin de maître, on a besoin de guide, on a besoin de magistère. La curiosité, c'est le premier élan, c'est l'ardeur. Tout ce qui commence vient par la curiosité, vient par l'émerveillement. Cela, il rejoint Platon et Aristote. Mais cela ne suffit pas pour autant. L'enfant a besoin d'être guidé, l'enfant a besoin d'être élevé, l'enfant a besoin d'être orienté. Si l'on travaille sans maître, les essais prennent fin au moment où le vrai travail doit commencer. L'école doit être un lieu coupé du monde extérieur. L'école, c'est le lieu de la concentration. C'est le lieu d'aucune distraction, mis à part peut-être dans la cour de récréation. Le travail de l'élève nécessite une certaine austérité, nécessite une certaine ascèse. Le travail de l'élève ne doit pas être perturbé par le jeu, par la distraction, par la frivolité. Il n'y a qu'une chose qui importe pour toi, petit garçon, c'est ce que tu fais. Si tu le fais bien ou mal, tu le sauras tout à l'heure, mais fais ce que tu fais. La solitude de l'élève, même s'il commet des erreurs, lui permet en fait d'apprendre. C'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui compte, c'est de ne pas les renouveler, de comprendre pourquoi on a fait des efforts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le progrès est lent, difficile, ardu. Parler passablement n'est pas difficile. C'est jouer qui est difficile. Donc le jeu peut avoir une part. L'apprentissage n'est pas forcément un pinceau. L'école, c'est vraiment le milieu entre le jeu et l'apprentissage intellectuel, au sens de l'atelier. Un petit peu comme un apprenti apprendrait dans son atelier. Un élève ne peut pas tout apprendre tout seul comme ça d'un claquement de doigts. Il faut de l'exercice. Il faut de la déception, au moins autant que de l'ambition. Tout commence avec la grandeur. Alain, ici, favorise, met en valeur tous les bienfaits de l'apprentissage
par rapport à l'activité scolaire classique. L'entendement se trompe, mais prend force par l'erreur redressée. Au lieu de la manière technique de compter qui est rapide et aveugle, le comptable ne connaît pas les nombres. Au rebours, on conçoit un profond mathématicien faisant une faute ridicule dans une opération facile. Toujours le fouet est là et se lève. Telle est la vertu de l'apprentissage. Elle est bonne en temps et lieu. L'homme qui n'a point été un apprenti est un grand enfant. Mais aussi l'enfant qui a été un apprenti trop tôt et trop peu écolier et toute sa vie machine et méprise Thalès l'amateur. Il faut avoir d'un côté la rigueur de l'apprenti, de l'autre la créativité, l'imagination, la curiosité de l'écolier. C'est pour ça que l'école est entre deux. Elle participe au travail par le sérieux, mais d'un autre côté, elle échappe à la loi sévère du travail. Nous ne raisonnons jamais que sur une erreur reconnue. Malheureux, que vas-tu faire là? C'est un mot d'atelier. Montre-moi ce que vous avez fait, c'est un mot d'écolier. On apprend de ses fautes et de ses erreurs que dès l'instant où on les découvre nous-mêmes. Ça, c'est la fin de ce texte 2. Texte 3. Entre s'amuser et jouer pour de bon, s'amuser n'est pas jouer. Là, il y a une dichotomie intéressante qui est faite par Christian Nadeau. S'amuser, c'est une chose, jouer, c'est une autre. Autre dichotomie fondamentale, notamment mise en avant par Roger Caillois, l'opposition entre païda et ludus. C'est-à-dire les jeux dominés par une dépense énergétique au plus ou moins sauvage et les jeux soumis à des règles. Le ludus, c'est le jeu soumis à des règles. Et on peut être très sérieux quand on joue à des jeux. La païda, c'est la dépense énergétique. Quand on est à l'école, on doit faire dans les deux. La cour de récréation, c'est la païda. Le ludus, c'est le jeu soumis à des règles, qui peut être très sérieux. C'est Leibniz qui disait qu'on n'est jamais aussi sérieux que quand on joue. Donc le point de vue de Christian Nadeau, c'est de dire « OK pour le jeu à l'école, à condition qu'il soit du ludus et non pas de la païda. Hors de question de contourner l'effort. Le sérieux, réglé, mais sans sévérité et sans autoritarisme. Ça, c'est le meilleur des équilibres. Un véritable ludus ne peut pas être impliqué par un maître. Parce que s'il est forcé par le maître, à ce moment-là, ce n'est plus un jeu. Il faut organiser la confrontation du joueur, individuel et collectif, à des exigences réglées. Le jeu éducatif n'a pas pour but de contourner l'effort. Bien au contraire. Il approfondit le processus éducatif. Il lui évite de se dégrader en dressage ou en conformisme, ce qui menace toujours les pédagogies par trop centrées sur l'imposition de l'autorité du maître. Les seules autorités qui vaillent, en fait, ce sont les autorités des règles. Un jeu imposé par le maître n'est plus un jeu. Une activité typiquement scolaire, librement investie par l'enfant, est bien plus fidèle à l'esprit du jeu que des jeux traditionnels habillés par le maître pour servir ses objectifs. Et Christian Nadeau de conclure, c'est probablement en ce sens qu'il faut chercher un équilibre satisfaisant entre des activités qui gardent des allures suffisantes de liberté afin de mobiliser de l'enfant solidement enraciné dans sa personnalité et des activités plus réglées, seules à même d'assurer une acculturation non dilettante, solide et cohérente. Un jeu imposé par le maître n'en est pas un. L'équilibre satisfaisant entre les activités libres qui mobilisent l'enfant et les activités réglées. Voilà le véritable jeu. Quelques mots sur la réflexion argumentée.
Le jeu a-t-il une place à l'école? Vaste question, puisque déjà il faut bien délimiter ce que c'est que le jeu, ce qui était bien défini dans le dossier. Mais le jeu, ça ne signifie pas l'amusement. Le jeu, ça implique des règles. Donc en ce sens, le jeu est facteur de socialisation. Le jeu est facteur d'effort. Le jeu est facteur de dépassement. Le jeu, ce n'est pas que du ludique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas que de l'amusement. Apprendre en s'amusant, non, ça paraît compliqué. Apprendre en jouant, beaucoup plus. Si j'étais vous, moi j'axerais justement ma réponse là-dessus. Apprendre en s'amusant, ce n'est pas possible, ce n'est pas souhaitable. Apprendre en jouant, pourquoi pas? Certains ont même vu les problèmes thématiques comme étant des formes de jeu très raffinées. Certains voient les dissertations comme des formes de jeu très raffinées. Mais tout dépend de la définition qu'on donne du jeu et de l'amusement. Ensuite, évidemment, le principe de la cour de récréation fait que l'amusement, à ce moment-là, règne. Même si dans l'amusement de la cour de récréation, des règles sont à respecter. Qu'on joue au foot, aux billes ou à autre chose. Vous aurez le corrigé, bien sûr, dans les secondes qui suivent. Je vous remercie beaucoup de votre attention.